Merci d'accorder cet entretien au Cercle des Volontaires. Tout d'abord, pouvez-vous vous présenter pour les internautes? Eh bien, je me présenterai avec ce fort joli vers de Rimbaud, « Je est un autre ». Alors, si je dis ce que le discours public a fait de moi, il a fait de moi, ou il me considère comme un musulman pratiquement. L'honneur m'a été fait par Le Soir en 2012 de m'attribuer le prix d'assassin de la démocratie, et de grands philosophes comme Guy Hercher fait de moi le Le Pen des musulmans. Alors ça, c'est la définition qu'on donne de moi. Celle que j'ai de moi-même est un peu plus modeste. Je ne compare pas, ou je n'ai pas la prétention de comparer avec Le Pen, la première formation politique de France, pour ne pas si Hollande a raison. Moi, je me considère tout simplement comme un anticapitaliste décolonial. Alors, deux termes, anticapitaliste, pour dire et signifier que j'estime que, et la réalité nous le montre tous les jours, que l'organisation de notre monde actuellement se fait au prix de la souffrance, voire de la destruction du plus grand nombre, et que c'est intolérable, et décolonial, parce que, à la différence d'une grande partie, voire de la majeure partie de la gauche blanche, je pense qu'on ne peut sortir du capitalisme, dont le racisme est une des conditions premières. On ne peut sortir du capitalisme qu'en dépassant le racisme et qu'en permettant aux différentes épistémologies dans le monde de pouvoir communiquer pour penser un devenir humain commun. Alors, première question. Quelle est votre réaction par rapport à l'affaire Charlie et aux principales mesures sécuritaires qui ont été votées suite à cet attentat? Bien, alors la première partie de la question, qu'exprime l'affaire Charlie? L'affaire Charlie, je pense, le débat a été biaisé dès le départ, parce que la question n'est pas tant celle de la liberté d'expression. J'aimerais rappeler cette fois-ci une citation de Ben Laden qui écrivait « On ne s'est jamais demandé pourquoi nous avons été nous faire sauter à New York et pas en Suède ». Charlie Hebdo était en réalité le symbole d'un dispositif culturel qui est en guerre actuellement contre la majeure partie des peuples arabo-musulmans du monde, et c'est pour cette raison-là que Charlie s'est fait dézinguer, et absolument pas pour sa liberté d'expression, pour laquelle un Yéménite, un Somalien ou un Marocain, a priori, on s'en fiche totalement des petits dessins de Charlie. Donc on voit là un discours victimaire du dominant blanc qui consiste toujours à se représenter comme étant la victime de vilains barbares qui viennent l'empêcher de vivre sa vie, sa liberté, alors que vu de l'autre côté, c'est totalement un discours symétrique qui prévaut. C'est le méchant petit Charlie qui vient lancer ses bombes en Irak, en Somalie, en Yémen, dans l'Afrique subsaharienne, bref, un peu partout sur la planète. Et donc, le spectacle qui nous est imposé de une civilisation blanche qui serait menacée par des barbares islamistes, ou un euphémisme de ce spectacle qui serait une sorte de choc des civilisations, est juste un spectacle. C'est un spectacle qui permet de tromper le dindon pendant qu'on le plume. Allez donc demander aux Grecs si la question du foulard est encore une quelconque importance aujourd'hui. Ça, c'est pour la première partie de la question. Alors, sur la seconde, eh bien oui, ce dispositif culturel participe d'une gestion politique d'une société en crise, c'est ce qu'on appelle d'ailleurs une gestion de crise, dans lequel tout est prétexte à muscler l'ordre public. Et prenons un exemple en Belgique. Avant Charlie Hebdo, nous avions des syndicalistes dans la rue. Souvenez-vous de cette image d'une violence inouïe.
qui a fait le tour du web où on voyait une syndicaliste arracher des vêtements d'une dame qui faisait d'un magasin et qui ne respectait pas. Et évidemment, nous avions atteint là les summums de l'intolérable. Charlie se passe et les syndicalistes sont remplacés par les militaires dans les rues bruxelloises, sans que ça ne gêne personne, sans qu'il n'y ait un sursaut démocratique qui s'inquiète, parce que lorsque nous avons des militaires dans la rue, c'est toujours un mauvais signe, c'est toujours une alarme qui doit s'allumer pour tout démocrate. Certains vous diront que c'est normal que les militaires soient appelés en renfort lorsque l'État, ou en tout cas les représentants de l'État, estiment que la sécurité nationale est en danger. Ouais, j'ai envie de vous dire que je sache, Charlie ne vivait pas en Belgique. Donc là, on est dans des dispositifs idéologiques qui rappellent ce qui était passé après le 11 septembre. Des sortes d'emballements paranoïques, d'une sorte paranoïque qui font qui n'ont pas de lien avec le monde réel. Je veux dire, pourquoi faire sortir des militaires sur l'avenue Louise? Parce qu'il y a eu un attentat à Charlie. Quel est le lien? Le lien, on vous dira que c'est... je me fais l'avocat du diable. Oui, bien sûr. Le lien, c'est que, en tout cas, la Sûreté nationale, sur base des informations qu'elle a, on n'a pas, mais apparemment, estime que le risque, puisque le niveau est passé à rouge ou écarlate, je ne sais plus, que le risque d'attentat sur le territoire belge est réel et que, en gros, si ça s'est passé en France, à Paris, en pleine journée, ce genre d'événement peut très bien se produire ici ou en Hollande. Oui. Et il y a eu aussi cette vaste opération menée par la police belge à Verviers pour des terroristes. Oui, tout à fait, mais tout bon démocrate sait également qu'il ne peut pas se fier à la parole de l'État lorsque l'État motive de par la menace ou le danger. La démocratie, c'est justement demander à l'État de prouver qu'il y a une situation de danger. D'accord? Alors, quand bien même nous serions en danger d'un attentat terroriste à Bruxelles, pour ma part, je pense qu'à un moment ou un autre, il y en aura. Il me semble que la meilleure réponse à cela est de répondre aux causes et pas aux effets, à savoir de se poser la question de savoir pourquoi est-ce que des Yéménites ont envie ou pensent ou ont comme projet de venir mener un attentat en Belgique. Il faut rappeler que nous participons d'occupation de pays. Lorsque la Belgique participe d'opérations militaires en Afghanistan, elle n'a aucune légitimité ensuite à s'ériger en victime parce que les populations que nous bombardons ou dont nous participons de l'oppression veulent mener des opérations de rétorsion, voire de prolongement de cette guerre-là sur les terres de ce que légitimement ils peuvent considérer comme des ennemis. Donc là, j'ai envie de citer ce très beau passage des Saintes Écritures que les Blancs devraient peut-être se remémorer. Qui vit par le glaive, périra par le glaive. Et si nous ne voulons pas périr par le glaive, nous ne devons pas vivre par le glaive. Et c'est la seule, et je dis bien la seule mesure efficace de lutte contre le terrorisme. D'après vous, quelles sont les conséquences pour les musulmans de France, mais aussi de Belgique et d'Europe? Quelles sont les conséquences pour les musulmans suite à cette affaire? Bon, on ne peut pas vraiment parler de conséquences ou de conséquences premières. C'est plutôt un renforcement d'un climat islamophobe qui préexistait à l'affaire Charlie Hebdo. Je veux dire, on n'est pas dans une situation où le 6 janvier, il n'y avait pas d'islamophobie et le 8 janvier, suite à Charlie Hebdo, il y a de l'islamophobie. Donc, l'affaire Charlie Hebdo est la conséquence malheureuse parce que je déplore la mort de quiconque, mais je refuse d'avoir une hiérarchie des morts. Les morts de Charlie ne me sont pas plus précieux que les morts irakiens, yéménites, et j'ai même envie de dire que j'ai plus d'empathie pour le plus de demi-million d'enfants irakiens qui sont morts suite au blocus
portés à leur pays que des journalistes de Charlie Hebdo qui participaient encore une fois d'un dispositif hégémonique, d'un dispositif de guerre. Lorsque vous faites la guerre à des musulmans, lorsque vous les bombardez et quand, dans ce contexte-là, vous caricaturez ce qu'ils ont de plus précieux, c'est de la propagande de guerre, c'est de la communication de guerre. Mais... Je vais vous donner un autre exemple qui va vous permettre de mieux comprendre. À l'époque des premières caricatures contre le prophète, sur lui la paix et le salut, le MRAX, dont le président à l'époque avait appelé à la manifestation, a réuni 4000 personnes de sources policières, 4000 manifestants à Bruxelles. Au Maroc, le pouvoir, pour essayer un peu de challenger son opposition islamiste, a fait la même chose. À Rabat, il y avait 1000 manifestants. On ne peut pas en conclure que les Rabatis ou que les Marocains vivant au Maroc sont plus ou moins musulmans, plus ou moins tolérants aux caricatures. Non, ce n'est pas une question juste de relation à la caricature. C'est bien plus complexe que ça. Si les 4000 Bruxellois ont manifesté, ce n'est pas non plus parce qu'ils sont plus soucieux de la sacralité de notre prophète que ne le sont les musulmans au Maroc, c'est parce que cette atteinte portée à leur sacralité est l'énième occurrence de leur relégation et de l'expression du mépris qu'on leur porte. Ok. Mais pour ceux qui vous diraient tout simplement... Le monde est complexe, il faut le rappeler. Je veux dire, ouais. Quand les musulmans de Belgique manifestent en faveur de la Palestine et qu'ils ne le font pas avec autant de ferveur avec, par exemple, les Tchétchènes ou les Rohingyas, la minorité birmane musulmane, il faut pouvoir avoir des explications qui tiennent compte de cela. Ouais. Donc, le monde n'est pas monocausal. C'est peut-être la force de la médiatisation. Exactement. Mais pour certains vont arguer que finalement, Charlie Hebdo ne faisait que faire rire, comme c'était la tradition de la satire française depuis plusieurs générations, et que donc Charlie Hebdo ne s'inscrivait pas dans la propagande de guerre. Écoutez, d'abord il y a deux choses. Il y a d'abord une longue tradition de la caricature dans le racisme. La caricature a été un outil mobilisé par les nazis de manière incontestable. Il suffit de voir le nombre de caricatures de juifs de l'époque. Donc la caricature n'est pas un objet neutre, c'est un outil d'une grande puissance politique. Vous pouvez faire passer beaucoup de messages avec une caricature. Donc si vous voulez faire un dessin, prenons quelqu'un qui ferait une blague de mauvais goût sur les juifs. Suivant qu'il l'a fait à Jérusalem, à Bruxelles aujourd'hui ou à Berlin dans les années 30, on se rend bien compte que ce n'est pas tout à fait la même chose. Pourtant, ça pourrait être exactement la même blague. Vous voyez, donc on ne peut pas oublier le contexte. Quelqu'un qui aujourd'hui fait de l'humour antisémite à Gaza, à Téhéran ou à Jérusalem ne peut pas être lu dans les mêmes termes, dans la même perspective que celui qui faisait de l'humour antisémite dans les années 30 à Berlin ou à Paris. Mais on disait... Attendez, juste je voudrais, parce que c'est une idée complexe. Donc la première chose, c'est que c'est dans quelle perspective et dans quel dispositif on s'inscrit. Il ne s'agit pas simplement d'une caricature, il s'agit d'une caricature qui vient soutenir un discours idéologique porté par le pouvoir occidental et qui prolonge ses effets idéologiques dans des actes de guerre. Et donc, pour la partie adverse, la résistance, c'est frapper les symboles de l'occupant. Et Charlie Hebdo en était un. Et la meilleure preuve de cela, c'est comment peut-on expliquer que, puisque l'assassinat de la rédaction de Charlie a été revendiqué par Al-Qaïda Yémen, si je ne me trompe pas, comment expliquer que le Yémen ait entendu parler de Charlie Hebdo ?
Je veux dire, je suis persuadé que la moitié des Allemands et la moitié des Européens non francophones ne savent pas qui est Charlie Hebdo. Il faut quand même, ça c'est de la sociologie si vous voulez, c'est des sciences, il faut quand même poser des questions en termes de sciences sociales. J'accuse ceux qui font de l'islamophobie et qui se présentent comme et qui s'érigent en défenseurs de la rationalité, en réalité d'être des obscurantistes avec une lecture de la plus mauvaise religion qui soit, c'est-à-dire celle sans aucune spiritualité. À un certain moment, il faut pouvoir mettre du sens et expliquer les choses. Et il faut pouvoir avoir une explication qui justifie qu'un yéménite, qui n'est pas francophone, qui n'a aucune culture française de manière générale, connaissent l'existence de Charlie Hebdo, alors que je suis persuadé que la majeure partie des Hollandais, par exemple, ou des Luxembourgeois non francophones ne connaissent pas Charlie Hebdo. C'est donc bien la meilleure preuve que Charlie Hebdo a été ciblé comme symbole. Symbole de quoi? Symbole de l'islamophobie. Dans quel contexte? Dans un contexte de guerre. Et pourtant, les partisans de Charlie Hebdo insistent bien sur le fait qu'il n'y avait pas plus antimilitariste que la rédaction de Charlie Hebdo et que ceux qui condamnaient le plus férocement les guerres, de manière générale, et, entre guillemets, l'obscurantisme, religieux ou pas, c'était justement la rédaction. Oui, mais en idéologie, il y a une différence entre ce qu'on appelle le discours normatif et le discours descriptif. Je vais vous donner un exemple très simple. Vous savez ce qu'était l'Inquisition? Oui. L'Inquisition a été faite par des gens qui chantaient l'amour de Dieu et de l'homme et du prochain. On pouvait violer, on pouvait écarteler tout en chantant ou en se présentant comme chanter l'amour. On peut aller envoyer des bombes sur les femmes afghanes au nom de la libération de la femme. Donc, si vous voulez, le discours doit se mesurer aux actes. J'ai à ce titre-là, Caroline Fourest a dénoncé l'islamophobie. Est-ce que ça fait d'elle un agent de répression de l'islamophobie, alors qu'elle en est au contraire un symbole fort? Donc, on ne peut pas simplement se réfugier derrière les mots. Lorsque l'on caricature les symboles de la frange de sa population la plus précarisée, on ne peut pas prétendre faire de la subversion. Ce n'est pas en s'attaquant aux plus précarisés d'une société qu'on fait de la subversion. On fait de la subversion en s'attaquant au pouvoir. Et que je sache, l'islam n'est pas au pouvoir en France. Non, mais pour la population, de manière générale... Attendez, mais Charlie Hebdo, vous avez vu qui était aux funérailles? 2 présidents de la République, tout ce que la planète compte de dictateurs. Oui, il faut arrêter de rire, je veux dire, il faut quand même toujours bien avoir les choses. D'abord, ça c'est un effet de la doxa. Ce que nous disons de nous-mêmes n'est pas la réalité de nous-mêmes. Et ça n'est pas une question d'honnêteté intellectuelle. Nous sommes de manière générale très peu transparents et il est très difficile de parler de soi. Et par ailleurs, toutes les guerres, toutes, sans exception, dans le chef de celui qui la gagne ou de celui qui l'initie, c'est toujours au nom du bien, toujours de valeurs qui célèbrent dans son épistémologie quelque chose de positif. La colonisation a été faite au nom de la mission civilisatrice du blanc. Donc à l'époque, si vous disiez à un colon, il se vivait comme un agent de la civilisation. Au nom de la civilisation, on a coupé des mains, on a coupé des têtes, on a vendu et réduit des populations entières à l'esclavagisme. Donc, il ne suffit pas de dire qu'on est antimilitariste. Pour être antimilitariste, quand votre pays est en guerre, cela veut donc dire que vous condamnez le pouvoir. Est-ce que Charlie Hebdo, si vous dites aujourd'hui aux gens, c'est quoi Charlie Hebdo ? Que vont-ils vous répondre? Je ne parle pas de la première période de Charlie Hebdo. Les gens qui me disent « mais non, Charlie Hebdo, c'était bien, il y avait le professeur Choron, et choses... » Mais ça, c'était la première partie de... C'est comme Le Peuple aujourd'hui en Belgique. Le Peuple est un ancien journal d'extrême gauche qui, aujourd'hui, est détenu par un parti frontiste.
C'est comme Libération en France. Mais Charlie, Je veux dire, avec dans son conseil d'administration des hauts pontes de la finance. Donc, à un certain moment, la récupération, ça existe partout également. Et Charlie Hebdo fait partie de cette pratique extrêmement intelligente du système qui consiste à retourner des symboles. Charlie Hebdo fut à un certain moment, sans être un spécialiste de la question, mais vu de loin, donc vous m'excuserez si je me trompe, mais je dirais que très certainement à partir de Philippe Val, pardon, il y a une rupture dans le positionnement de Charlie Hebdo. Et la dernière Charlie Hebdo a très mal vieilli, j'ai envie de vous dire. Voilà. Voilà. Dans sa jeunesse, Charlie Hebdo fut certainement subversif. Depuis Philippe Val, il ne l'est plus du tout. Il n'y a aucune subversion. Il n'y a aucune subversion à montrer son pénis sur Canal+, comme vient de faire Luz. Je veux dire, j'avais fait ça quand j'avais 15-16 ans. Il n'y a pas de subversion. C'est de l'ordre du caca, pipi, roté. C'est grossier, mais ce n'est pas subversif. Il ne faut pas comprendre. Dans le terme de la subversion, il y a un rapport au pouvoir. Tant que vous ne dérangez pas le pouvoir, vous n'êtes pas subversif. Alors effectivement, montrer son zizi sur Canal+, ça peut choquer les bigots. Mais il n'est pas le premier à le faire, il ne prend pas beaucoup de risques et personne ne va le circoncire pour autant. Donc, il ne faut pas non plus inverser la proposition. Ce n'est pas être islamophobe qui fait de vous un militariste, mais c'est bien l'inverse. Être islamophobe aujourd'hui participe d'une domination des peuples blancs sur les sociétés arabo-musulmanes, et cette domination, Quijano, qui est un sociologue sud-américain, parle de colonialité du pouvoir, donc cette colonialité du pouvoir utilise également, mais pas exclusivement, des armes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la guerre contre l'islam politique ne se fait pas qu'avec des canons, mais elle se fait également avec des canons. Et donc, dire simplement « je participe de la même guerre de vous, mais moi, je préfère garder les mains blanches et donc je n'utilise pas des armes », ne vous exonère pas pour autant du dispositif duquel vous participez. Vous voyez ? Donc personne ne dit que Charb est militariste, personne n'a dit ça, et on peut très bien être islamophobe et anti-militariste. Mais à ce moment-là, il faut pouvoir rendre compte et se dissocier des gens qui utilisent votre discours. Je suis radicalement antisioniste. J'ai été condamné pour ça, accusé de négationnisme et d'antisémitisme, mais quand des antisémites comme Soral tentent de me récupérer, je me dissocie d'eux. Il y a quand même une grande différence. Pourtant, je pourrais dire « Ah, mais moi, je ne suis pas soralien ». Je pourrais dire « Je ne suis pas soralien et donc peu me chaud ce qu'il fait de ce que moi je dis ». Mais c'est un peu trop facile, ça. D'accord. Alors, toujours sur l'affaire Charlie… Est-ce que j'ai bien répondu à votre question? Parce qu'elle est, elle est vraiment… Moi, je pense. Ok. J'ai fini par comprendre. Ok, oui, pas de souci. Ouais. Donc, c'est un peu la même chose. On vous dit, par exemple, il y a toute une série d'arguments de diversion qui consistent à dire il n'est pas islamophobe parce qu'il est également antisexiste ou anti-catho. Mais ça, anti-religieux de manière générale. En fait, on va dire à propos de la satire, c'est que Charlie Hebdo est anti-religieux. Donc, en tant qu'anti-religieux, en s'en prenant aux catholiques, aux musulmans… Oui, mais ce n'est pas la même chose parce que cela voudrait dire que l'on réfléchit de manière ex nihilo. Est-ce que quelqu'un, sous prétexte d'être anti-religieux, participerait, dans les années 30, aurait participé de la propagande antisémite, s'exonérant de ses propos antisémites en disant « mais vous savez, je suis contre les catholiques également ». Est-ce que cela aurait suffi, d'après vous, à l'exonérer de sa participation à l'antisémitisme? Non. Eh bien, c'est exactement la même chose avec l'islam. Oui, c'est vrai, effectivement. C'est exactement la même chose. Je suis sûr que c'est comme si, à la limite, je pourrais être caricatural et vous dire on ne reproche à Hitler que d'être antisémite alors que peut-être qu'il n'aimait pas les petits pois non plus.
Ah ben oui, mais il était antisémite et ça a eu de l'importance dans les années 30 et on s'en fout qu'il aimait pas ou qu'il aimait bien les petits pois. Ouais. Eh bien, c'est la même chose avec, l'islam peu me chaud que par ailleurs il n'aime pas les bouddhistes. Ça, c'est une manière, si tu veux, ou si vous voulez, également une injonction à la politesse. C'est comme si on nous disait, ben, vous n'avez pas le droit, vous, de juste réagir sur vous. Mais peu me chaud qu'il était par ailleurs autre chose. Charb était peut-être un bon danseur, il était peut-être un bon amant, peut-être un bon papa, voire un conducteur merdique, j'en ai rien à fiche. Il était islamophobe, Non, mais il participait de l'islamophobie. il n'avait pas la volonté, donc il participait de l'islamophobie sans avoir la volonté, clairement, d'attaquer, sans, on va dire, peut-être par, Oui, mais ça, je coupe tout de par suite. naïveté. Ça, c'est un argument de plan. Quand on me marche sur les pieds, je dis aïe la première fois. La seconde fois qu'on me marche encore sur les pieds, je ne reçois pas comme excuse, je ne l'ai pas fait exprès. Quand on me marche systématiquement sur les pieds, je n'accepte pas l'excuse, j'ai pas fait exprès, je vous ai pas vu. Ça, ce sont encore une fois pour toutes. Il appartient aux tribunaux de juger de la pleine conscience des actes posés. Il appartient à ceux qui font de la politique, non pas de dénoncer la conscience faite des choses, mais les actes et les rapports sociaux qui existent. Charb est islamophobe, qu'il le soit à l'insu de son plein gré, comme Mélenchon par exemple, ou pas, mais totalement inégal. Ça, c'est son problème, c'est pas le mien. Moi, je subis l'islamophobie. Et la subir du fait de quelqu'un qui ne le fait pas exprès ne change rien à la violence que je subis. Ok. Alors, la première fois, je peux accepter. La deuxième fois, je peux commencer à m'énerver. Quand ça devient structurel, je ne peux plus recevoir l'excuse de je ne sais pas. Vous voyez un peu la différence. Donc, bien sûr, on peut être bienveillant pour quelqu'un qui fait une erreur une première fois. Quand on dessine, s'il n'avait dessiné les reprises des caricatures, reprises d'un journal d'extrême droite, donc la candeur, j'y crois très peu, mais posons, admettons, quand Dieudonné fait venir Forisson la première fois, on peut dire qu'il y a eu des éléments intéressants en termes de subversivité ou pas. Quand il le fait venir, quand ça devient une habitude, là il sait ce qu'il fait, il ne peut plus dire c'était une expérience ou j'ai pas fait exprès. Et c'est la même chose avec Charlie Hebdo. La première fois, ça peut être de la maladresse. Quand ça devient récurrent, on ne peut plus parler de maladresse. D'accord. D'accord. Alors, toujours. Et par ailleurs, et ça c'est aussi en tant qu'antiraciste, je n'accepte pas l'argument face à la violence raciste de je ne savais pas, j'ai pas fait exprès. Il ne revient pas aux racisés d'éduquer les racistes. C'est leur problème. Le problème des racistes est la conscience du racisme qu'ils ont ou pas d'eux-mêmes. Le problème des racisés, c'est de 1, se protéger, de se prémunir et de se débarrasser du racisme. Il n'est pas de prendre par la main les racistes dans une relation paternaliste en disant « mais tu sais, c'est pas bien, tu as été raciste ». Libérons-nous d'abord, nous, du racisme, et après on fera la psychanalyse des racistes. Mais est-ce qu'on sait se libérer du racisme si on n'adopte pas ce genre d'attitude? C'est-à-dire vis-à-vis du raciste. Écoutez, moi je connais aucune lutte d'émancipation sociale de quelque groupe que ce soit qui ne s'est pas faite en opposition frontale, radicale avec la domination et le pouvoir. Que ce soit la question des femmes, la question des classes ouvrières, la question des gays, toutes les minorités, je dis bien toutes, et je vous mets au défi de m'en citer une seule, qui se soit émancipée du fait de l'action première du dominant, sauf pour ce dernier, à la redéplacer dans son dispositif de pouvoir. J'entends par exemple l'apparition de figures lesbiennes comme Fourest, qui, de mon point de vue ou à mon avis, je fais l'hypothèse également que, en tant que lesbienne, c'est-à-dire en tant qu'appartenant à une minorité, si elle a pu arriver aussi haut dans le pouvoir, c'est parce qu'elle est utile au pouvoir, et d'abord parce qu'elle est ce symbole, comme dit Alain Grèche, de l'islamophobie. D'accord. Mais à part ça, et j'ai envie de dire, même les LGBT se sont battus de manière
Aujourd'hui, on peut dire que sur les 40, les 30 dernières années, par exemple, le parallèle qui peut être fait avec les LGBT et avec le féminisme est intéressant. Nous avons beaucoup de choses à apprendre d'eux en termes de lutte. Ce que l'on peut observer, c'est que la lutte a été radicale pour les LGBT. 1969, les émeutes de Stonewall, c'est-à-dire un café où des LGBT avaient l'habitude de se réunir, ou qui vont conduire à des affrontements avec la police. Les APT, par exemple, les APT étaient des actions menées par les LGBT qui consistaient à aller faire du bruit, à chahuter et emmerder toutes les personnes qu'elles identifiaient comme leur portant préjudice. Donc la lutte, les luttes décoloniales commencent par des martyrs. Il n'y a aucun pays qui s'est libéré et aucun groupe dominé qui ne s'est libéré du fait premier de la bienveillance de celui qui le domine. Il faut faire comprendre à celui qui vous domine qu'il a intérêt à négocier avec vous. Et une manière de le faire est la violence. Je précise, la violence symbolique. Il faut déshabiller le blanc. Il faut montrer au blanc qu'il est épistémologiquement raciste, qu'il est raciste dans sa tête, qu'il est raciste dans sa pratique. Avec deux stratégies qui sont les miennes. La première, c'est nourrir la révolte chez les indigènes, leur donner envie de se révolter et compter sur la solidarité des Blancs décoloniaux pour qu'eux fassent imploser la communauté raciste de l'intérieur. Je retire cet exemple des féministes qui se sont battues d'une part en invitant les femmes à refuser leur domination de genre et d'autre part en bénéficiant également des hommes qui, parmi les hommes, dénonçaient ou condamnaient le machisme. Voilà, c'est la même chose, nous, en tant qu'indigènes. Nous devons... Il n'y a pas eu un échec par rapport au féminisme, justement? Non, les femmes, il y a encore une domination de genre aujourd'hui. Mais la situation, la domination de genre a connu des avancées situées. J'ai envie de dire qu'aujourd'hui, une des limites du féminisme dominant, c'est le racisme. C'est le racisme qui a eu un effet extrêmement pervers dans le féminisme. Par exemple, quelqu'un comme Elisabeth Badinter, que l'ULB a nommé il n'y a pas si longtemps comme docteur honoris causa, ça fait quand même beaucoup. Inviter 2 fois Fourest, inviter Val. Quand l'ULB fait cela, elle prend des positions et c'est des messages qu'elle nous envoie également en tant qu'indigène. Hein, elle nous insulte. On nous insulte quand on fait venir 2 fois de suite, quand on donne une telle reconnaissance à des figures, soit de l'islamophobie, soit du racisme structurel. Je cite de mémoire Badinter qui écrivait dans l'Arche, donc de mémoire c'est approximatif, elle disait « La question de la femme aujourd'hui ne se pose plus, sauf pour l'immigration, et c'est dans les quartiers, chez les femmes immigrées, qu'il faut continuer ce combat. » Qu'est-ce qu'elle dit par là? Elle dit finalement que la question du genre ne se pose plus de manière générale, elle n'est plus que la question de certains minoritaires. Et donc, si vous voulez, le racisme va venir affaiblir le féminisme et le féminisme dominant blanc va venir renforcer le racisme. Qu'est-ce à dire? C'est-à-dire que, en disant que, comme un certain nombre de conclusions qui avaient été encore une fois médiatisées lors du film de Sophie Peters, où la presse avait titré 95% des actes misogynes sont le fait de l'immigration. Qu'est-ce que vous dites quand vous dites ça? Vous dites que vous mobilisez le racisme, c'est-à-dire que c'est une question raciale, c'est une question racisée, le féminisme ne se pose plus que pour les Maghrébins. On fait une violence aux femmes maghrébines qui disparaissent de l'équation, parce que donc il y a des femmes blanches évidemment, et les femmes maghrébines, dont c'est une violence également. Christine Delphi, dans un très bel article dont le titre c'est, je crois,
l'antisexisme, l'antiracisme faux dilemme, il faut comprendre que l'être pur n'existe pas. Quand on insulte un barbu, on insulte également sa sœur, sa mère, sa femme. Donc la violence qui est faite aux hommes musulmans est également une violence qui est faite aux femmes musulmanes et vice-versa. Quand on m'insulte, ça fait mal à ma mère, c'est évident. Et c'est que quand on insulte ma sœur, ça me fait mal moi aussi. Il n'y a pas une rupture entre le musulman et la musulmane. Ok? Donc on mobilise le racisme. C'est une violence faite aux femmes musulmanes qui sont par ailleurs les premières victimes du racisme. Qui sont les premières victimes de l'islamophobie? Ce sont les femmes. Oui. Donc le féminisme aurait dû là intervenir en disant « Attendez là, c'est quand même bizarre, quelles sont les premières conséquences de l'islamophobie? C'est l'exclusion des femmes. » Si vous êtes des femmes voilées, général, en fait, oui, mais ce sont des femmes quand même, les femmes. Voilées sont des... Non, bien sûr, mais pour une féministe, une femme voilée, c'est une femme qui soit est sous domination concrète et réelle et directe, soit par la religion et par son mari. Oui, attends, je retiens juste, parce que sinon je vais terminer tout à l'heure, je retiens juste ta question. Et donc, pour terminer le raisonnement, pardon de revenir, sinon je vais l'oublier. Et donc, il y a la violence raciste, mais il y a également la violence sexiste qui est la suivante. En disant que la question du genre, c'est juste chez les bougnoules, hein, pour faire simple, on occulte, on dit également, et donc la question du genre n'est plus une question sociale. Ça ne se pose plus. Ça ne se pose plus. Donc voilà, c'est une violence implicite faite à toutes les femmes, à qui on dénie la problématisation de leur domination. Donc vous voyez un peu comment racisme et sexisme peuvent se renforcer à l'intérieur même d'un discours qui se présente féministe. D'accord. Vous voyez un peu donc les mots... Le fait qu'on attaque aujourd'hui les familles, enfin on attaque, il y a eu pas mal d'affaires, notamment ici en Belgique avec notamment un magasin Emma. Oui, Emma, oui. Avenue Louise. Oui, nous avions organisé une manifestation d'ailleurs. Je me souviens, il me semble que oui. C'était qui avait exclu, qui avait. C'était une si ma mémoire est bonne, hein, ça date d'il y a quand même quelques années, c'était une travailleuse qui portait le foulard et je ne sais plus si on l'avait licenciée ou si on l'avait changé de poste. Je ne me souviens plus. Il faudrait à vérifier. Mais voilà encore. Marx aurait dit, c'est une travailleuse et donc il faut la soutenir. Marx n'aurait pas vu une musulmane. Ouais. Marx, il aurait vu une travailleuse. D'accord. Vous voyez un peu le... D'accord. Comment le racisme affaiblit toutes les luttes sociales. Parce qu'une femme qui peut porter le foulard sur son lieu de travail, c'est une femme qui peut faire valoriser des droits sur son corps et sur sa pensée au travail. Une femme qui porte le foulard au travail, un travailleur qui prie sur son lieu de travail, ce sont en réalité des gens qui font avancer la cause de tous les travailleurs. Parce que celui qui dit « oui, tu peux prier sur ton lieu de travail » peut aussi vouloir dire « oui, tu peux faire la sieste sur ton lieu de travail ». Oui, tu peux regarder un film sur ton lieu de travail. Oui, tu as le droit d'avoir une bibliothèque sur ton lieu de travail. Oui, tu peux faire garder tes enfants sur ton lieu de travail. Vous voyez, donc ce sont des revendications sociales qui auraient dû être porteurs par les syndicats. N'eût été le racisme, justement, qui affaiblit et pollue toutes les luttes, les luttes d'émancipation catégorielle comme le féminisme, mais également la lutte anticapitaliste.